Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons attaquer maintenant l'équation du mouvement. Donc nous avions vu dans la théorie des transformations, dans la formulation matricielle, mais celle-ci est statique, c'est-à-dire qu'elle est valable à un instant du temps donné. Nulle part nous n'avons fait référence à l'évolution, nulle part nous n'avons fait référence au temps. Donc ce sont les transformations d'état ou le choix des axes dans l'espace de Hilbert à un instant donné. Ici, nous allons au contraire considérer un temps variable et donc l'évolution du système. Alors, prenons d'abord le point de vue de Schrödinger, qui est en fait celui que nous avons adopté jusqu'ici. On a un état qu'on va noter alpha S de t. Alors, un état alpha quelconque. On indique le temps t pour indiquer que c'est un état qui varie au cours du temps. Et on met un indice S pour Schrödinger. Donc pour dire qu'il s'agit de la représentation de Schrödinger. En général, le contexte permet de savoir si on est dans tel ou tel point de vue. Et donc, on n'a pas besoin de mettre un indice S ou H pour Heisenberg, comme nous verrons, ou I pour interaction. Cet état obéit à l'équation de Schrödinger, donc I H bar, la variation au cours du temps de alpha S est égale à l'hamiltonien appliqué à alpha S. Ça, c'est l'équation de Schrödinger que nous connaissons. Alors, si l'hamiltonien lui-même ne dépend pas explicitement du temps, donc si sa structure ne fait pas intervenir la variable t, la variable du temps, cette équation est très facile à résoudre. Nous avions déjà d'ailleurs vu ce genre de solution. Alpha S de t est égal à alpha S à un instant 0, à l'instant initial, fois notre habituelle fonction qui dépend ici de moins h fois le temps et qui est notre fonction sinusoïdale d'amplitude constante mais dont la phase varie périodiquement au cours du temps. Il se fait que, bon, comme je ne donne pas les détails mathématiques, ce n'est pas immédiat à voir, mais il se fait que cette transformation est une transformation unitaire, comme celle que nous avions vue dans les vidéos précédentes. Mais on ne doit pas les confondre avec les transformations U, V, W que nous avions vues, qui étaient des transformations unitaires, parce que les transformations unitaires changent les axes dans l'espace de Hilbert sans changer l'état. Ça revient à choisir des états de base différents, tandis qu'ici, la transformation unitaire ici transforme l'état en un autre état différent à un instant différent. Donc on ne doit pas confondre les deux, mais du fait que cette transformation est unitaire, cela veut dire que la norme du vecteur d'état est conservée. Donc si on a choisi une normalisation dans une boîte ou avec un delta de Dirac, cette norme est conservée au cours du temps. Ce qui est tout de même important, puisque le fait de normaliser les états a un rapport avec les probabilités, nous en avions parlé, et les probabilités doivent être conservées. On doit toujours avoir 100% de probabilité d'avoir un résultat quelconque, et on ne doit pas arriver à des 110%, des choses bizarres de ce genre. On peut aussi calculer comment varie un opérateur quelconque, qu'on va appeler oméga S, qui représente une variable dynamique. Ça pourrait être l'hamiltonien, ça pourrait être l'impulsion, ça pourrait être un opérateur
avec un potentiel ou n'importe quoi, n'importe quel type d'opérateur qui représente une variable dynamique éventuellement mesurable. Dans ce cas-là, un observable est un opérateur hermétique. Plus exactement, ce qu'on voudrait savoir, c'est les éléments de matrice entre deux états, et on voudrait savoir comment cela varie au cours du temps. Alors, quelques calculs, que je ne donne pas ici, permettent d'aboutir à variation au cours du temps oméga S, bêta S, plus 1 sur IH bar alpha S, oméga S H, moins H oméga S, bêta S. Donc, la variation au cours du temps de l'élément de matrice est composée de deux parties. Un élément de matrice qui représente la variation au cours du temps de l'observable, de la variable dynamique elle-même, donc si celle-ci dépend explicitement du temps. Par exemple, si on impose un champ électrique de l'extérieur au système, et que ce champ électrique qu'on applique varie au cours du temps, à ce moment-là, si cet opérateur représente l'effet de ce champ électrique, évidemment, le temps va apparaître explicitement dans sa formulation. Et c'est ce que représente cet élément de matrice. Et alors, on a aussi 1 sur IH bar, l'élément de matrice de oméga H moins H oméga. Alors, on pourrait dire, ça doit faire 0, mais non. Rappelez-vous que les opérateurs, les matrices, ne commutent pas nécessairement. Et on appelle commutateur, plus généralement, de A et de B, la valeur AB moins BA. Pour des nombres ordinaires, bien sûr, ça fait 0. Et donc, on peut dire que ceci, c'est alpha S, commutateur de oméga H, bêta S. Et le commutateur c'est plus simple de l'écrire comme ça, que sous forme d'une soustraction, et c'est une quantité qui est très souvent rencontrée en mécanique quantique, donc il faut bien la retenir. Notons que si l'opérateur oméga, si la variable dynamique ne dépend pas explicitement du temps, donc un champ électrique appliqué constant, par exemple, au système, qui ne varie pas au cours du temps, à ce moment-là, le terme ici vaut 0. Et si l'opérateur commute avec l'hamiltonien, c'est-à-dire que oméga S égale H, oméga H est égal à H oméga, dans ce cas-là, le commutateur vaut 0 aussi. Et dans ce cas-là, la variation au cours du temps est égale à 0. C'est-à-dire que les éléments de matrice de la variable dynamique ne changent pas au cours du temps. On dit que la variable dynamique est une constante du mouvement. Voilà pour le premier point de vue, le point de vue de Heisenberg. Le point de vue de Schrödinger. Alors maintenant, voyons un autre point de vue, qui est le point de vue de Heisenberg. Notons que lorsque Schrödinger a construit sa fameuse équation et présenté sa version de la mécanique quantique, il utilisait ce point de vue. Et Heisenberg, qui avait construit la théorie matricielle, utilisait l'autre point de vue. Et c'est justement le rapprochement entre les deux points de vue qui a permis de voir que ces formulations étaient en fait équivalentes. Alors, le point de vue de Heisenberg, c'est de considérer des états... de considérer des états qui sont indépendants du temps, qui ne varient pas au cours du temps. Donc on définit l'état du système comme alpha H, H pour Heisenberg, pas H pour Hamiltonien, et cet état est égal à alpha S à l'instant 0. Et
pour alpha s à l'instant quelconque, il suffit de multiplier par l'inverse de la fonction unitaire, alpha s de t. Voilà. Et le choix du temps t égale 0 est bien sûr arbitraire. On peut en choisir un autre, ça complique un petit peu les choses parce que ça fait intervenir une constante, qui est une exponentielle en fonction du temps qui est choisi. L'instant 0 est simplement plus pratique. Il suffit de choisir l'instant 0 de manière appropriée. Et donc l'état alpha h, l'état du système, est indépendant du temps. Par contre, on définit des variables dynamiques qui dépendent explicitement du temps, même dans le cas où on a l'opérateur de Schrödinger ne dépend pas explicitement du temps. Donc on définit en fait oméga h, comme toujours notre fonction ici, moins ht, fois oméga s, fois fonction ht. En fait, ça, c'est une transformation comme on le faisait avec U et V. Hein? On utilise une transformation unitaire pour passer d'un opérateur à un autre opérateur. Et l'opérateur ici, oméga h, du fait du temps t ici, dépend explicitement du temps. Alors, avant de continuer, on va vérifier une petite distinction qui est importante. C'est que j'ai souvent utilisé la notation variation au cours du temps de quelque chose, comme ici. Variation au cours du temps. Alors, en fait, on a deux types de grandeur, deux types de variations. Si dans la formulation, la grandeur dépend explicitement du temps, c'est-à-dire si dans sa formulation il y a la variable t du temps, alors on appelle cette variation la variation explicite, par exemple une grandeur x quelconque, et on écrit ça avec des d rondes, dx dt, qui est la variation explicite en fonction du temps. Et nous continuerons à l'écrire variation au cours du temps. Pour nous, pour nos vidéos. Mais il y a aussi la variation de la grandeur dans une trajectoire physique. Donc l'état évolue au cours du temps, et donc la grandeur, par exemple sa vitesse, va évoluer au cours du temps. Et dans ce cas-là, on note cette variation dx sur dt. Et nous la noterons comme ça pour la distinguer. Alors, comme x est un opérateur, typiquement, cette formulation n'a de sens que sur des grandeurs physiquement mesurables, donc des éléments de matrice par exemple. Hein. Mais souvent, on la note comme ceci, par raccourci, sachant qu'on doit, de toute façon, à un moment donné ou l'autre, prendre des états bien précis pour calculer les éléments de matrice. Et c'est la variation de ces éléments de matrice, par exemple, les valeurs propres de l'énergie, comment la valeur propre de l'énergie, la valeur de l'énergie évolue-t-elle au cours du temps, dans une trajectoire physique, même si l'opérateur qui va décrire ça ne dépend pas explicitement du temps. Simplement, le système évolue. Alors, avec cette petite précaution de notation, on peut décrire la manière dont varie un opérateur, une variable dynamique, au cours du temps, dans une trajectoire physique. Donc, je l'écris d oméga sur dt. Et on calcule que c'est la variation explicite avec le temps de oméga h plus 1 sur i h bar, le commutateur de oméga h et de l'hamiltonien h.
Cette équation est importante, nous y reviendrons aussi dans la vidéo suivante, elle est même capitale, nous verrons cela. Alors, maintenant donnons quelques précisions. Alors, on a ici deux manières totalement opposées de décrire les mêmes phénomènes physiques. Dans le point de vue de Schrödinger, l'état du système évolue au cours du temps et les variables dynamiques sont indépendantes du temps. Du moins, s'il n'y a pas une variation explicite. Mais, par exemple, on va choisir un hamiltonien invariant au cours du temps. Alors que dans le point de vue de Dirac, les états sont constants et ce sont les variables dynamiques qui évoluent au cours du temps. On pourrait se dire que c'est quand même bizarre, le système il est ce qu'il est. Il devrait y avoir une représentation qui représente physiquement ce qu'il est. Mais non, parce que ce ne sont que des descriptions mathématiques des phénomènes physiques. On peut très bien dire, avec Schrödinger, ben oui, bien sûr que le système évolue, donc son état évolue. Et l'opérateur, par exemple, l'impulsion, permet de mesurer, ou un opérateur vitesse, permet de donner la méthode pour obtenir la vitesse du système. Et cette méthode est invariante. Le point de vue de Heisenberg, c'est de dire, mais non, moi je décris le système tel qu'il est avec son évolution. Et cette description du système évoluant est une description fixe, donnée. Et ce qui varie, ce sont les grandeurs. Par exemple, sa vitesse varie au cours du temps. Donc les deux points de vue se tiennent. Et donc ce ne sont que des descriptions des phénomènes physiques. Qu'est-ce qui est physiquement important? Nous l'avons déjà vu avec les différents exemples, avec la présentation de la formulation matricielle. Les grandeurs physiquement importantes, ce sont par exemple les éléments de matrice ou la norme des états et les probabilités qu'on peut calculer. Et on peut vérifier facilement, à partir des définitions, on peut vérifier que toutes ces grandeurs-là ne dépendent pas du point de vue. Point de vue de Schrödinger, point de vue de Heisenberg, peu importe, on obtient les mêmes éléments de matrice, les mêmes normes, les mêmes probabilités. Et l'évolution au cours du temps de ces grandeurs est la même dans les deux cas. Donc ce qui est physiquement pertinent est bien défini, et le même dans tous les cas. C'est la description mathématique des états et des opérateurs qui peut changer. Il y a parfois plusieurs manières de décrire la même chose. Alors, attention aussi de ne pas confondre point de vue de Schrödinger, point de vue de Heisenberg, avec les représentations. On a parlé des représentations coordonnées, représentations énergie, etc. Les représentations indiquent qu'on choisit certains états de base pour calculer les éléments de matrice et des choses de ce genre. On a fait aussi cette distinction en disant que cette transformation unitaire n'est pas une transformation comme UVW. Elle est unitaire, oui, elle transforme un vecteur d'état en un autre, mais les transformations unitaires correspondent à des changements d'axe, celle-ci correspond à un changement de l'état au cours du temps, ou à un changement de l'opérateur dans le point de vue de Heisenberg. Si j'insiste sur cette différence, c'est parce que dans la littérature, on parle souvent de représentation de Schrödinger ou de représentation de Heisenberg. Les physiciens savent que c'est différent. Et donc, ils savent qu'il ne faut pas les confondre. Mais ils emploient souvent le terme représentation aussi pour celle-là. Alors ici, pour éviter toute confusion, je parle de point de vue de Schrödinger, point de vue de Heisenberg. Alors, y a-t-il encore d'autres points de vue? Oui, en fait, on pourrait en définir une infinité. Il suffit de choisir les transformations unitaires appropriées pour faire les changements. On met toutes les transformations unitaires qu'on veut, on obtient tous les résultats toutes les descriptions, tous les points de vue qu'on veut. Mais il en existe un autre qui est assez important parce qu'il est souvent utilisé. Il est appelé
le point de vue interaction. Alors, on met en général un indice I pour représenter ce point de vue. À nouveau, quand on fait des calculs pratiques dans les développements et quand nous continuerons dans la suite, nous ne mettrons plus ces indices S, H ou I parce que nous serons dans un point de vue donné que nous préciserons toujours en disant nous sommes dans le point de vue interaction et voici les développements. Plus besoin de mettre les I en dessous. Ici, on les met pour bien voir les différences. Le point de vue interaction est utile quand l'hamiltonien, cette fois-ci, dépend du temps. Donc ici, on avait choisi, on avait dit on prend les solutions dans le cas où H ne dépend pas explicitement du temps. L'hamiltonien qui décrit le système ne dépend pas du temps. Dans le cas où il dépend du temps, c'est souvent beaucoup plus compliqué, on en avait parlé aussi. Les solutions avec un H indépendant du temps, pour Schrödinger, permettent de séparer l'équation du temps qui donne une solution simple et la solution purement spatiale que nous avions vue dans le cas par exemple de la barrière de potentiel ou du puits de potentiel. Quand le système a un hamiltonien qui dépend du temps, en général les calculs sont beaucoup plus compliqués. Alors, on découpe l'hamiltonien en deux parties. L'hamiltonien H va être découpé en H0 plus H'. Alors, qu'est-ce que représentent ces deux morceaux? Ce morceau, H0, est un hamiltonien qui est indépendant du temps. Donc, la partie qui dépend du temps est gardée uniquement dans ce morceau-là. On prend la partie de l'hamiltonien qui ne varie pas au cours du temps, ici, et qui en plus est soluble. C'est-à-dire on peut calculer le résultat avec l'équation de Schrödinger, par exemple. Ça peut être, par exemple, un hamiltonien simple avec le terme d'énergie cinétique, plus un potentiel, comme un puits de potentiel, ou un potentiel coulombien, donc de charge électrique, comme pour un atome. Et H', lui, dépend explicitement du temps, mais est petit. Ou plus exactement, ce sont ses valeurs propres de l'énergie pour l'hamiltonien, les valeurs propres sont petites. Alors, ce n'est pas toujours possible, hein, parce que vous pourriez très bien avoir un hamiltonien qui dépend du temps, vous retirez la partie qui ne dépend pas du temps, il vous reste le seul morceau qui dépend du temps, et qui s'avère avoir des valeurs propres très grandes. Dans ce cas-là, pour résoudre les équations, bonne chance. Hein. Donc ce n'est vraiment que dans ce genre de situation où H' est petit qu'on arrive à s'en sortir. Dans ce cas-là, H0 est soluble et H' est considéré comme une petite perturbation. Il existe différentes techniques d'approximation ou même de méthodes exactes pour résoudre les équations. Par exemple, j'avais dit si H0 représente un atome, comme un proton pour l'atome d'hydrogène, avec un potentiel coulombien, donc l'énergie électrostatique due à la charge électrique, pour H0, et H' pourrait être, par exemple, un champ électrique qu'on applique de l'extérieur et qui varie, ou un champ magnétique, ou un photon, hein, de la lumière qui arrive dessus. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on appelle ça représente un point de vue d'interaction, parce que H' représente en quelque sorte l'interaction avec le système plus simple, avec quelque chose d'extérieur qui varie au cours du temps. Par exemple, un photon, de la lumière arrive sur l'atome, pendant un bref instant, il y a une interaction avec l'atome. Et on considère des cas d'interaction qui ne sont pas très violents. Pour vous donner un exemple, quand on verra la physique des particules élémentaires, les muons, les pi, les mésons pi, etc., il y a plusieurs types d'interactions qui interviennent.
Et notamment, bien sûr, les interactions électriques, électrostatiques, dues aux charges électriques. Et dans ces interactions, on a de la chance, le H' est petit. Et donc, ça marche très bien. Mais il y a aussi les interactions dites fortes, qui sont en fait les interactions nucléaires qu'on rencontre dans le noyau des atomes. Et là, pas de chance, la nature nous a pas fait de cadeau. Le H' correspondant, il est très grand. Et là, les solutions exactes, on peut se brosser. La description des noyaux est très difficile. Nous parlerons de physique nucléaire plus tard. Voilà, alors on va définir donc une représentation interaction en définissant alpha i, donc pour interaction, comme fonction h0t fois alpha s de t. Donc on fait comme pour Heisenberg, on multiplie par notre transformation unitaire qui dépend de l'hamiltonien, sauf qu'on ne prend pas tout l'hamiltonien, on ne prend que h0. Et de même, pour oméga i, on le définit comme fonction h0t fois oméga s fois fonction moins h0t. C'est quelque sorte un passage à un point de vue de Heisenberg tronqué qui ne représente que la partie qui ne dépend pas du temps. On montre alors que l'état alpha i obéit à l'équation de Schrödinger mais pour H0. Donc on a I et H0. Et cette équation, puisqu'on a choisi H0 pour être soluble, cette équation peut alors être résolue, comme on l'a vu pour le puits de potentiel, par exemple, des choses de ce genre. Et l'opérateur oméga i, lui, obéit à une équation de ce genre avec H'. Et cette équation est évidemment plus facile à résoudre qu'avec H, comme dans l'équation dans le cas de Heisenberg, parce que H' a des petites valeurs et parce que ce n'est qu'une partie de l'hamiltonien. Donc ça simplifie les choses. Donc dans ce cas-là, on peut arriver à résoudre des situations un peu plus compliquées qu'on y arriverait simplement en restant dans le point de vue de Schrödinger ou de Heisenberg. Et dans le cas où même les techniques de calcul ne marchent pas, il existe de bonnes techniques d'approximation. Voilà pour les points de vue qui décrivent l'évolution du système. Dans la prochaine vidéo, nous ferons un petit détour par la physique classique. Nous ferons une petite marche arrière pour parler des formulations de Lagrange et de Hamilton de la mécanique. Nous la présenterons bien sûr dans les grandes lignes et sans détail de calcul. Et nous verrons qu'il y a une extraordinaire ressemblance avec la formulation de Heisenberg, et cela va nous donner une méthode, une recette qui permet de quantifier n'importe quel système physique. Donc un système physique qu'on pourrait décrire avec la physique classique, mais on sait qu'il doit obéir à la mécanique quantique, donc on donne sa description en physique classique, on applique une recette et on a sa description à l'aide de la mécanique quantique. Je vous remercie.